Vous vous trouvez dans la chaleur étouffante d'un mois d'août à l'hippodrome, l'air lourd de la puanteur de la sueur, du fumier et de la peur. Devant vous, un homme, jadis un puissant vizir, est exhibé sur un âne, tourné vers l'arrière. Ce n'est pas une exécution rapide, c'est un spectacle méticuleux, destiné à anéantir l'âme. Et maintenant, nous vous demandons de mettre la vidéo en pause et de vous abonner à notre chaîne. Pour que nous puissions continuer à créer des vidéos similaires, nous devons atteindre 1000 abonnés le plus rapidement possible. Merci. L'année est 622, et l'homme au centre de ce théâtre grotesque est Dilaver Pacha, le grand vizir dont l'ambition s'était envolée trop près du soleil d'un sultan adolescent, Osman II. Quelques semaines auparavant, Dilaver avait foulé ces mêmes terres avec l'assurance d'un homme qui commandait des armées et murmurait ses conseils à l'oreille du Padishah, l'ombre de Dieu sur terre. À présent, il n'était plus que l'ombre d'un homme, une leçon publique sur l'arme la plus puissante et la plus insidieuse de l'Empire, l'humiliation. Ce n'était pas la finalité brute et brutale de l'épée du bourreau, qui, à sa manière sinistre, offrait une sorte de dignité. C'était une descente soigneusement orchestrée dans l'oubli social, un châtiment réservé à ceux dont les crimes n'étaient pas seulement contre l'État, mais contre l'ordre même des choses. La foule, une mer volatile de marchands, d'artisans et de clercs enturbanés, ouaient et crachaient, leur visage un mélange de curiosité morbide et de fureur vertueuse, attisé par les murmures des janissaires qui avaient orchestré cette chute. Les soldats, la prétendue infanterie d'esclaves d'élite du sultan, étaient le véritable pouvoir en cet instant. Ils étaient les exécuteurs du système, leurs visages impassibles, leur loyauté une marchandise vendue au plus offrant ou au démagogue le plus persuasif. Ils s'étaient retournés contre leur maître, le jeune sultan Osman, et son vizir était le premier à en payer le prix dans la monnaie de la honte. Imaginez la torture psychologique. Chaque huée, chaque crachat était un coup de marteau contre l'édifice de toute une vie de travail. Dilaver Pacha, un homme qui avait jadis décidé du sort de milliers de personnes d'un simple mouvement du poignet, était désormais une marionnette impuissante dans une passion de sa propre ruine. Ses yeux, autrefois vifs et calculateurs, n'étaient plus que des abîmes de désespoir, scrutant la foule non pas à la recherche d'alliés, mais d'un unique visage qui contiendrait une lueur de pitié, une lueur qu'il ne trouverait pas. C'était là le génie de l'humiliation ottomane. Elle faisait du public des complices. Elle faisait de chaque citoyen un participant à la dégradation, transformant une sentence légale en un acte communautaire de purification, chassant le transgresseur pour renforcer le sentiment précaire d'appartenance du collectif. Le pas lent et délibéré de l'âne faisait partie de la chorégraphie, garantissant que chaque citoyen de chaque quartier de Constantinople en serait témoin. Ce n'était pas seulement un châtiment, c'était une forme de communication pervertie, un message de l'état profond des janissaires à quiconque oserait soutenir les réformes du sultan. Le message était clair. Le pouvoir ne résidait pas seulement dans les salles de marbre du palais de Topkapi. Il suppurait aussi dans les casernes, dans les cafés. Et maintenant, il était proclamé dans les rues, utilisant la dignité brisée de Dilaver comme son étendard sanglant et indéniable. L'architecture psychologique d'un tel châtiment était aussi complexe et suffocante que les ruelles sinueuses de la ville elle-même. Elle ne commençait pas avec le spectacle public, mais dans le silence glacial des appartements intérieurs du palais. Imaginez ceci, le moment de l'arrestation. Il n'y aurait pas eu de lutte violente. L'affaire aurait été calme, presque polie. Un groupe de Bostansi, les gardes impériaux, leurs visages sombres et impénétrables, seraient apparus à la résidence du vizir. Il n'y aurait pas eu d'accusation criée, pas d'épée tirée. Juste une déclaration simple et dévastatrice peut être de la part de leur aga. Le sultan ou ceux qui parlent maintenant en son nom requièrent votre présence. En cet instant, le monde se serait effondré. Les serviteurs obséquieux se seraient figés, leur loyauté s'évaporant comme la brume du matin. L'air même des pièces somptueusement décorées, autrefois empli du parfum de l'encens et du murmure des pétitionnaires, serait devenu froid et raréfié. Le vizir, un homme comme Dilaver Pacha, aurait été dépouillé de ses robes d'apparat, les lourds cafetans doublés d'hermine qui n'étaient pas de simples vêtements mais les symboles de son rang, de sa proximité avec le pouvoir. On lui aurait donné un vêtement simple et grossier, la tenue d'un prisonnier ordinaire. Cet acte à lui seul était une forme profonde de castration symbolique. Son turban, la coiffe complexe qui dénotait son rang, son savoir et sa piété, auraient été déroulés et jetés de côté, remplacés par quelque chose d'humiliant, un simple bonnet de feutre, ou dans certains cas, rien du tout, laissant sa tête rasée exposée,
une marque de profonde vulnérabilité dans une société où la coiffe d'un homme était son honneur. Puis venait l'attente. Il aurait été détenu dans une petite pièce sombre, peut être l'une des fameuses cages du complexe palatial, où le silence aurait été son seul compagnon. C'était un élément crucial du processus. L'incertitude, la privation sensorielle, l'isolement soudain et total, tout était conçu pour briser l'esprit d'un homme avant même que son corps ne soit touché. Il aurait été laissé à contempler sa chute, à rejouer chaque décision, chaque alliance, chaque mot murmuré qui l'avait mené à ce point. La paranoïa, compagne constante de tout haut fonctionnaire ottoman, serait alors devenue une fièvre dévorante. Avait-il été trahi? Par qui? Son adjoint? Un pacha rival? Une épouse du harem cherchant à promouvoir son propre fils? Les questions l'auraient rongé de l'intérieur, le vidant de sa substance, ne laissant qu'une coquille d'homme à la vue du public. C'était l'œuvre des exécuteurs complices du système, des hommes qui comprenaient que le véritable pouvoir n'était pas seulement la capacité de tuer, mais la capacité de défaire un homme, de démanteler son identité pièce par pièce jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un réceptacle de honte. Ils étaient les maîtres de cet art sombre, les médecins de l'âme à l'envers, appliquant avec expertise une pression sur les points les plus fragiles de la psyché. Le périple du fonctionnaire déchu à travers les rues de la ville était une leçon de maître en guerre psychologique, un tableau vivant de la ruine conçu pour un impact public maximal. Le choix de l'animal était en lui-même une insulte calculée. Le cheval était la monture d'un guerrier, d'un noble. L'âne, en revanche, était la bête de somme du roturier, du paysan, de l'idiot. Être monté sur l'un d'eux, surtout en faisant face à la queue, revenait à être visuellement et symboliquement assimilé aux plus bas échelons de la société. C'était une déclaration que cet homme, qui jadis chevauchait à la tête des armées sur un magnifique étalon arabe, était désormais moins que le plus humble des porteurs d'eau. Tandis que la procession serpentait à travers les quartiers labyrinthiques de la ville, des marchés opulents du Grand Bazar aux taudis sordides près de la Corne d'Or, elle prenait de l'ampleur. Aux gardes initiaux se joignaient des crieurs publics, des hommes payés pour hurler les crimes du prisonnier réel ou fabriqué à chaque coin de rue. Leur voix, amplifiée par l'étroitesse des rues, se répercutait sur les façades de pierre et de bois, garantissant que personne ne puisse feindre l'ignorance. « Voici le traître !» criait-il. « Voyez le sort de ceux qui placent l'ambition avant la loyauté. Celui qui se régalait de l'argent du trésor implore maintenant votre pitié. » Les accusations étaient souvent vagues mais incendiaires, conçues pour puiser dans les ressentiments latents de la population contre les riches et les puissants. La réaction de la foule était une partie cruciale du rituel. Sa participation transformait le châtiment d'un acte sanctionné par l'État en un acte communautaire. Ils n'étaient pas des observateurs passifs, ils étaient des participants actifs à l'humiliation. Les enfants couraient à côté, imitant les crieurs, leur cruauté innocente un reflet glaçant de la ferveur de leurs parents. Les marchands sortaient de leurs boutiques pour lancer des légumes pourris ou des abats, la souillure physique étant une manifestation de la tâche morale qu'ils jetaient sur la victime. Il ne s'agissait pas de violence de foule aléatoire. Elle était sanctionnée, encouragée et soigneusement gérée par les gardes janissaires qui flanquaient la procession. Ils dictaient le rythme, ils dirigeaient le parcours, et leur seule présence donnait à la foule la permission de se livrer à ses plus sombres pulsions. Pour la victime, comme dit Laver Pacha, c'était une agonie qui surpassait la douleur physique. Chaque visage dans la foule était un miroir reflétant sa propre disgrâce. Il voyait ses anciens collègues, qui maintenant détournaient le regard ou, pire, se joignaient aux huées pour signifier leur propre loyauté au nouvel ordre. Il voyait le peuple qu'il avait autrefois gouverné, leur visage tordu par une haine qui semblait à la fois profondément personnelle et totalement impersonnelle. Le lent et interminable voyage était une descente dans un enfer vivant, où chaque vue, chaque son et chaque odeur renforçait son anéantissement total et complet. Le soleil tapant, les mouches bourdonnant autour de la saleté collée à ses vêtements, la puanteur de sa propre sueur se mêlant à la pourriture des ordures jetées sur lui, c'était une agression sensorielle totale, ne laissant aucun recoin de sa conscience intacte face à l'humiliation. Le point culminant de cette dégradation publique avait souvent lieu dans un endroit d'importance symbolique, le plus fréquemment l'hippodrome, le cœur antique de Constantinople, ou devant la porte principale du palais de Topkapi lui-même. Ce choix de lieu était délibéré, transformant le châtiment d'une simple procession en une grande pièce de théâtre politique. L'hippodrome, en particulier, était un espace chargé d'histoire, un lieu où les empereurs avaient célébré des triomphes,
et où les passions des factions de la ville avaient souvent explosé en émeutes violentes. Y être humilié signifiait voir sa disgrâce inscrite dans l'âme même de la ville. Lorsque la misérable procession atteignait sa destination finale, la foule grossissait, se pressant, formant un mur humain de condamnation. C'est là que se déroulait l'acte final. Parfois, la victime était forcée de faire une confession publique. Ces mots à peine audibles au-dessus du rugissement de la populace, son esprit si brisé qu'elle récitait volontiers n'importe quelle liste de crimes qui lui était présentée. C'était la victoire ultime pour le système. Non seulement punir le corps, mais capturer et reprogrammer l'âme, forçant la victime à devenir l'auteur de sa propre infamie. La confession servait à légitimer l'ensemble du processus, transformant le coup d'État ou la purge politique en un acte de justice vertueux. C'était un outil de propagande d'une efficacité perverse, renforçant le récit selon lequel l'ancien régime était corrompu et que le nouveau, né de cette même violence, était le véritable défenseur de la foi et de l'État. Dans d'autres cas, l'humiliation était aggravée par d'autres tourments physiques, chacun chargé d'une signification symbolique. Un juge corrompu pouvait se voir symboliquement laver les mains dans du plomb en fusion. Un vizir accusé de s'être frayé un chemin vers le pouvoir par des paroles mielleuses pouvait avoir la langue percée. Il ne s'agissait pas d'actes de cruauté aléatoire, c'était une forme de poésie brutaliste, le châtiment correspondant au crime présumé d'une manière à la fois grotesque et facilement compréhensible par les masses illettrées. Les exécuteurs de ce système, les agas janissaires et leurs lieutenants, observaient d'un peu à l'écart, leurs expressions un masque de devoir sévère. Ils étaient les metteurs en scène de cette pièce, les figures silencieuses et sombres qui avaient planté le décor et distribué les rôles. Leur pouvoir était affirmé non par leurs propres actions, mais par les actions qu'ils contraignaient les autres à accomplir, les crieurs, la foule et la victime elle-même. Ils démontraient leur contrôle sur le récit de l'Empire, prouvant que c'était eux, et non le sultan cloîtré, qui étaient les véritables arbitres de qui avait sa place et qui serait banni. Pour la victime impuissante au centre de tout cela, cette étape finale était la mort au-delà de la mort. Même si on lui accordait la clémence d'une exécution rapide par la suite, son nom était déjà détruit, l'honneur de sa famille traîné dans la boue, son héritage réécrit comme une fable édifiante sur l'orgueil et l'échec. Le tribut psychologique de ces rituels s'étendait bien au-delà de la victime immédiate, s'infiltrant dans les fondements mêmes de la société et de la gouvernance ottomane. Pour la classe dirigeante, la menace omniprésente d'une telle chute créait une atmosphère envahissante de paranoïa et de méfiance. Chaque fonctionnaire, du plus modeste scribe au pacha le plus haut gradé, comprenait que sa position était précaire, sa fortune reposant sur les sables mouvants de la faveur impériale et les courants traîtres des intrigues de cour. Cela engendra une culture d'extrême prudence, de flagornerie et de coups bas. Un fonctionnaire ambitieux passait autant de temps et de ressources à bâtir des réseaux d'espions et d'informateurs, et à comploter la chute de ses rivaux, qu'à l'administration effective de ses fonctions. Le système, en effet, encourageait la corruption et la trahison même qu'il punissait si brutalement. Un vizir pouvait hésiter à donner au sultan des conseils honnêtes mais déplaisants, craignant que tout échec politique puisse être requalifié en trahison par ses ennemis, le conduisant à cette même promenade à dos d'âne à travers l'hippodrome. Cette terreur constante et de basse intensité était un outil de contrôle pour le sultan, un moyen de maintenir ses puissants serviteurs dans un état d'anxiété perpétuelle, empêchant l'un d'eux d'accumuler suffisamment de pouvoir pour le défier directement. Cependant, c'était une épée à double tranchant. Ce même climat de peur paralysait souvent une gouvernance efficace, menant à l'indécision, à l'inefficacité et à une préférence pour des politiques à court terme et intéressées plutôt que pour une planification stratégique à long terme. Le tyran dysfonctionnel, qu'il s'agisse d'un sultan faible manipulé par son harem ou d'un souverain paranoïaque comme Ibrahim le Fou, utilisait ce système pour projeter la force, mais en réalité, c'était un symptôme des faiblesses institutionnelles profondes de l'État. Les exécuteurs complices du système, les courtisans et les bureaucrates qui naviguaient dans ce paysage perfide, développèrent une forme unique et corrosive de résilience psychologique. Ils devinrent maîtres de la règle non dite, experts dans la lecture des changements subtils des vents politiques. Leur survie dépendait de leur capacité à s'attacher à une étoile montante, tout en maintenant simultanément une distance plausible, prêts à rompre les liens et à rejoindre le chœur de la condamnation dès que la fortune de leur protecteur tournait. Cela créa un gouvernement de caméléons, des hommes dont la compétence principale n'était pas le leadership ou l'administration, mais la survie politique.
Ils étaient les pragmatiques ultimes, leur boussole morale brisée par les réalités brutales du système qu'ils servaient. Leur complicité ne naissait pas nécessairement de la malveillance, mais d'un calcul froidement rationnel, participer à la dégradation d'un autre ou risquer de devenir la prochaine victime. Cette dynamique assurait la perpétuation du cycle d'humiliation et de châtiment, chaque nouvelle génération de fonctionnaires apprenant que le moyen le plus sûr de garantir sa propre position était d'aider à la ruine spectaculaire de ses prédécesseurs. Les répercussions de ces humiliations publiques ne se faisaient pas seulement sentir à l'intérieur des murs du palais, mais dans tout le tissu social de l'Empire. Pour le peuple, le spectacle était une expérience complexe et souvent contradictoire. D'un côté, c'était une forme de divertissement, un sinistre festival de justice qui rompait la monotonie de la vie quotidienne. La chute d'un grand homme était une source de fascination morbide, un drame réel qui réaffirmait le caractère capricieux du destin. Il servait également de puissante catharsis sociale. En participant aux huées et aux abus, l'homme du commun, lui-même impuissant et souvent opprimé par les collecteurs d'impôts et les petits fonctionnaires de l'État, pouvait pour un bref instant ressentir un sentiment d'action et de supériorité morale. Il était du bon côté, faisant partie de la foule vertueuse qui nettoyait la ville d'un fonctionnaire corrompu. Cette libération de la frustration et du ressentiment accumulé était une soupape de sécurité précieuse pour le régime, détournant la colère populaire des problèmes systémiques de l'État pour la concentrer sur un bouc émissaire unique et commode. Cependant, cela avait un coût. L'exposition constante à de telles démonstrations de pouvoir brutal et arbitraire favorisait un cynisme profondément enraciné envers l'autorité. Si un grand vizir, le deuxième homme le plus puissant de l'Empire, pouvait être abaissé si bas, si rapidement, quel espoir y avait-il de justice ou de stabilité pour quiconque d'autre? Cela renforçait l'idée que la loi n'était pas un ensemble de principes impartiaux, mais un outil à manier par les puissants contre leurs ennemis. Cela engendra une culture où éviter l'attention de l'État était la plus haute sagesse. On ne prenait pas de risques, on ne signalait pas les méfaits, on n'attirait pas l'attention sur soi de quelque manière que ce soit, car le même système qui vous célébrait aujourd'hui comme un sujet loyal pouvait demain vous exhiber sur un âne comme un traître. Cela eut un effet dissuasif sur le commerce, sur la confiance communautaire et sur la notion même de société civile. Cela créa un monde de murmures, où les véritables opinions étaient réservées aux membres de la famille les plus fiables, et la vie publique était une performance de conformisme. L'impuissance de la victime était un miroir de l'impuissance du citoyen moyen. Il pouvait faire partie de la foule un jour, mais il savait, avec une certitude ancrée au plus profond de leurs os, qu'il pourrait facilement être celui sur l'âne le lendemain. Cette vulnérabilité partagée ne créait pas nécessairement de la solidarité. Plus souvent, elle créait un besoin désespéré de prouver sa propre loyauté en étant le plus bruyant dans le chœur de la condamnation, isolant davantage la victime et renforçant la main du tyran. L'utilisation de l'humiliation comme outil politique ne se limitait pas aux hauts fonctionnaires. C'était une arme polyvalente, adaptée et appliquée à diverses menaces perçues contre l'ordre social et moral. L'une des formes les plus insidieuses de cela était le châtiment infligé aux femmes accusées d'adultère ou d'autres transgressions morales. Ici, le spectacle était imprégné d'une souche particulièrement venimeuse de misogynie, conçue non seulement pour punir la femme, mais pour réaffirmer le contrôle patriarcal sur le corps et la sexualité des femmes. Une femme accusée d'infidélité ne serait pas exhibée sur un âne, mais son humiliation serait tout aussi publique et psychologiquement dévastatrice. Une punition courante consistait à lui faire raser les cheveux en public. Dans une société où les cheveux d'une femme étaient un symbole de sa beauté, de son honneur et de sa féminité, c'était un acte de violence symbolique profonde. C'était une déclaration visuelle qu'elle n'était plus une femme respectable, qu'elle était une marchandise avariée, un objet de mépris. Elle était ensuite forcée de marcher dans son propre quartier, l'endroit où elle était connue, où elle avait un nom et une famille, et d'endurer les sarcasmes et le mépris de ses voisins. Les exécuteurs complices dans ce cas n'étaient pas les janissaires, mais la communauté elle-même, les autres femmes qui montraient du doigt et chuchotaient, renforçant les limites du comportement féminin acceptable, et les hommes qui lorgnaient, leur regard un mélange de condamnation et d'intérêt lubrique. Le but était l'anéantissement social. La femme serait rendue impossible à marier, une paria au sein de sa propre communauté. Sa famille serait déshonorée, leur honneur entaché par ses actions. C'était un outil puissant pour imposer la conformité sociale, utilisant la peur de la disgrâce publique pour réguler la vie privée des femmes. L'impuissance de la victime était absolue.
Elle n'avait aucun recours, aucune cour d'appel. L'accusation elle-même suffisait souvent à sceller son sort, car le fardeau de la preuve était incroyablement lourd, et le tribunal de l'opinion publique était rapide et impitoyable dans son jugement. Le traumatisme psychologique d'un tel événement serait à vie, une marque constante et invisible qui la désignait comme une paria. C'était une punition qui ne finissait pas, une peine purgée non pas dans une prison, mais dans la prison de sa propre réputation ruinée, chaque jour pour le reste de sa vie. Un autre domaine où l'humiliation était déployée avec une créativité glaçante était dans la punition des marchands et artisans reconnus coupables d'avoir trompé leurs clients. L'intégrité du marché était une pierre angulaire de l'économie et de l'ordre social ottoman, et l'État prenait son rôle de régulateur avec un sérieux mortel. Un boulanger surpris à vendre des pains de poids insuffisants, un crime considéré comme un vol envers les pauvres, ferait face à un sort particulièrement inventif et horrifiant. Il pouvait être cloué par l'oreille au chambranle de sa propre boutique une publicité vivante de son crime. Il y était laissé une journée entière, prisonnier de son propre lieu de travail, forcé d'endurer les sarcasmes et les abus des clients mêmes qu'il avait trompés. La douleur du clou était secondaire à la honte. Chaque personne qui passait, chaque ancien ami et voisin, le verrait épinglé comme un insecte, son corps un témoignage de sa malhonnêteté. C'était un châtiment à la fois profondément personnel et très public. Il ne punissait pas seulement l'homme, il détruisait ses moyens de subsistance et le nom de sa famille. Qui achèterait jamais du pain dans cette boutique à nouveau? Le châtiment était conçu pour être une tâche permanente, une condamnation à mort commerciale. Dans certains cas extrêmes, pour les récidivistes, la punition était encore plus grotesque. Un boulanger frauduleux pouvait être cuit dans son propre four, un exemple horrible de justice poétique dont on parlerait à voix basse pendant des générations. De même, un boucher surpris à vendre de la viande avariée pouvait être forcé de porter une carcasse de chair en décomposition à travers la ville, la puanteur annonçant son crime bien avant qu'il n'apparaisse. Ces punitions, bien que visant apparemment des crimes économiques spécifiques, servaient un objectif plus large. Elles étaient un rappel viscéral du pouvoir de l'État et de sa portée dans la vie quotidienne de ses citoyens. Elles démontraient que personne, pas même un humble boutiquier, n'était hors de portée de la justice du sultan. Les exécuteurs du système dans ces cas étaient les inspecteurs du marché, les mutasibs, qui parcouraient les bazars avec leurs balances surdimensionnées, une présence constante et menaçante. Ils étaient les arbitres de l'honnêteté commerciale, et leur jugement pouvait faire la différence entre une vie prospère et une ruine totale. Leur pouvoir était immense, et souvent, la ligne entre l'application de la loi et l'extorsion des marchands était dangereusement mince, créant une autre couche de peur et de corruption au sein du système. Même le sultan lui-même, le monarque absolu, n'était pas entièrement à l'abri du pouvoir de l'humiliation, bien que dans son cas, elle fût souvent posthume. La déposition et l'exécution d'un sultan, comme dans le cas du jeune Osman II, était le bouleversement politique ultime, mais le processus s'accompagnait souvent d'actes conçus pour dépouiller l'aura impériale et exposer l'homme sous le titre. Lorsque les janissaires se retournèrent contre Osman en 622, ils ne se contentèrent pas de le tuer. Ils le soumirent d'abord à un torrent d'abus publics. Il fut traîné hors du palais, non pas sur un cheval royal, mais sur une simple rosse, et exhibé à travers les rues, soumis aux mêmes railleries et insultes que n'importe quel criminel de droit commun. Les rebelles mirent un point d'honneur à s'adresser à lui sans ses titres, à lui rappeler que son pouvoir était un don de leur part, un don qu'ils révoquaient maintenant. C'était une inversion radicale et terrifiante de l'ordre établi. L'ombre de Dieu sur terre était traitée comme un vulgaire voleur. Son impuissance était un spectacle aux proportions terrifiantes, un message à tous les futurs sultans que leur pouvoir n'était, en fait, pas absolu. L'acte final de son humiliation eut lieu dans la sinistre forteresse de Yedikul, les Sept Tours. Là, dans une cellule sombre, il fut assassiné, mais la méthode était significative. Il fut étranglé avec une corde d'arc, la méthode traditionnelle pour exécuter les personnages royaux, afin d'éviter de verser le sang impérial. Pourtant, l'acte fut suivi d'une dernière indignité brutale. Une de ses oreilles fut coupée et présentée à la mère du nouveau sultan, un trophée macabre pour prouver que l'acte avait été accompli. Cet acte servit à réduire le jadis tout-puissant Padishah à un simple morceau de chair, son corps profané pour fournir la preuve de sa mort. Une forme encore plus profonde d'humiliation posthume était la pratique de la damnatio memoriae, la condamnation de la mémoire. Un sultan haï ou défaillant
pouvait voir son nom effacé au burin des monuments publics, ses portraits officiels détruits et son règne effectivement effacé des histoires officielles. Ses fondations et œuvres de bienfaisance étaient renommées ou laissées à l'abandon. C'était une tentative de tuer un souverain 2 fois, une fois dans son corps et une seconde fois dans la mémoire de son peuple. C'était l'expression ultime du pouvoir du vainqueur, la capacité de réécrire le passé et de contrôler le récit pour les générations futures. Pour une dynastie si obsédée par l'héritage et la lignée, c'était une perspective terrifiante, un châtiment qui s'étendait au-delà de la tombe, dans l'éternité. L'architecture du palais de Topkapi lui-même était une manifestation physique de l'obsession de l'Empire pour le pouvoir, la hiérarchie et le potentiel toujours présent de disgrâce. Le palais n'était pas un seul bâtiment, mais une série de cours, de portes et de chambres, chacune représentant un niveau plus profond d'exclusion et de privilège. Le symbole ultime de ce système était la cage, le kafs, un ensemble d'appartements opulents mais sécurisés au sein du palais, où les héritiers potentiels du trône, les frères et neveux du sultan, étaient maintenus dans un état d'emprisonnement doré. Cette pratique fut instituée au XVIIe siècle pour prévenir les guerres fratricides de succession qui avaient tourmenté le début de l'Empire. Bien qu'elle leur sauvât la vie, c'était une forme profonde de torture psychologique. Ces princes vivaient dans une peur constante, sachant que l'accession d'un nouveau sultan pouvait signifier leur propre exécution. Ils étaient entourés de luxe mais privés de liberté, d'éducation et de tout contact humain significatif, au-delà de leur entourage stérile de serviteurs sourds-muets, choisis pour s'assurer qu'aucun complot ne puisse être fomenté. Ils étaient des victimes impuissantes de premier ordre, piégés dans une prison de soi dès la naissance, leurs esprits s'atrophiant souvent à cause de l'ennui et de la terreur. Beaucoup sortaient de la cage après des décennies de confinement, lorsque venait leur tour de régner en tant que tyrans mentalement instables et profondément dysfonctionnels, leur pathologie personnelle se déchaînant sur l'Empire. Le règne d'Ibrahim le Fou, qui passa 22 ans dans la cage avant de monter sur le trône, en est un exemple terrifiant. Son règne fut caractérisé par une cruauté bizarre, une dépravation sexuelle et des politiques erratiques qui menèrent l'Empire au bord de l'effondrement. La cage, un système conçu pour assurer la stabilité, avait plutôt créé une chaîne de production d'hommes brisés, dont la souffrance personnelle se métastasait en catastrophe publique. Le palais lui-même était l'exécuteur ultime, ses pierres et ses couloirs, un témoignage silencieux d'un système qui privilégiait la sécurité de la dynastie à la santé mentale et à l'humanité de ses propres princes. L'ingéniosité pervertie de l'État ottoman a trouvé son expression ultime dans les châtiments conçus pour ceux qui défiaient l'autorité sexuelle et reproductive du sultan, en particulier dans l'enceinte du harem impérial. Le harem était un monde en soi, une cage dorée d'un immense pouvoir politique, mais aussi un lieu d'intense vulnérabilité, surtout pour les femmes et les eunuques gardiens qui l'habitaient. L'eunuque noir en chef, le Kislar Aga, était l'un des fonctionnaires les plus puissants de l'Empire, contrôlant l'accès au sultan et exerçant une influence immense. Cependant, son pouvoir dépendait entièrement de sa capacité à faire respecter la chasteté absolue du harem. Toute infraction, réelle ou imaginaire, était accueillie par une réponse terrifiante. Une concubine accusée d'infidélité, un crime qui n'était pas seulement personnel, mais une atteinte directe à l'honneur du sultan et à la pureté de la dynastie, faisait face à une mort horrible. La punition traditionnelle consistait à être attaché dans un sac lesté et jeté dans le Bosphore. Cette méthode était choisie pour son caractère définitif et sa discrétion. Il n'y avait pas de spectacle public, pas de parade de la honte, juste une disparition silencieuse et glaçante. La femme était effacée, son existence annulée, son corps consumé par les eaux froides et sombres qui coulaient le long des murs du palais. C'était un châtiment qui parlait des angoisses les plus profondes du harem, la peur de la passion illicite, des lignées souillées, de l'agentivité féminine. La terreur du sac était une présence constante dans la vie des femmes du harem, un rappel de la nature fragile de leur existence, où un seul faux pas, un regard aguicheur ou la rumeur calomnieuse d'une rivale pouvait conduire à une mort rapide et silencieuse. Les eunuques eux-mêmes, les gardiens de ce système, étaient également soumis à sa brutalité. Un eunuque qui manquait à son devoir, ou qui était soupçonné de collusion avec une concubine, était exécuté sans pitié, son corps un témoignage de l'intolérance du système envers tout défi à ses principes fondamentaux. Le tyran dysfonctionnel dans ce contexte était le système du harem lui-même, une institution auto-entretenue de contrôle sexuel et de paranoïa,
où les propres insécurités du sultan étaient magnifiées et projetées sur la vie des milliers de personnes qui le servaient. Les victimes impuissantes étaient les innombrables femmes, dont beaucoup étaient amenées au palais dès leur plus jeune âge, arrachées à leur foyer et à leur famille, leur vie entière circonscrite par les murs dorés du harem et la menace omniprésente du sac. C'était un monde où la plus petite vague pouvait signifier la mort, et les exécuteurs complices étaient les autres femmes, les rivales et les espionnes au sein de la hiérarchie complexe du harem, qui savaient que garantir leur propre position signifiait souvent orchestrer la chute d'une autre. Le silence du harem n'était pas celui de la paix, mais de la terreur, un lieu où les humiliations les plus profondes étaient perpétrées loin des yeux du public, ne laissant aucune trace, si ce n'est un visage manquant et une histoire chuchotée. L'héritage de ces pratiques est sombre et complexe. D'une part, la maîtrise de la guerre psychologique par l'État ottoman lui a permis de maintenir le contrôle sur un empire vaste et diversifié pendant plus de 600 ans. La peur de l'humiliation était un puissant ciment social, imposant la conformité, dissuadant la rébellion et renforçant le pouvoir absolu du sultan. C'était un système d'une efficacité terrifiante, une science politique de l'âme qui comprenait comment manipuler les peurs les plus profondes et les angoisses sociales des êtres humains. Cependant, cette efficacité s'est faite à un coût humain stupéfiant. Elle a créé une société imprégnée de paranoïa, où la confiance était une denrée rare et la vie publique une performance. Elle a étouffé l'innovation et la dissidence, récompensant la flagornerie plutôt que la compétence. Elle a infligé un traumatisme psychologique inouï à d'innombrables individus, des plus hauts vizirs aux plus humbles boutiquiers, leur vie et réputation brisées au nom de l'opportunisme politique. Les figures du tyran dysfonctionnel, de la victime impuissante et de l'exécuteur complice n'étaient pas de simples archétypes. Elles étaient les produits réels et vivants de ce système, leurs histoires se déroulant dans un cycle tragique sans fin. Le tyran, souvent un produit de la cage, régnait par la peur parce qu'il était lui-même consumé par elle. La victime, piégée par des forces indépendantes de sa volonté, devenait un symbole du pouvoir arbitraire de l'État. Et l'exécuteur, son humanité érodée par son rôle, devenait l'instrument d'une cruauté qu'il savait pouvoir un jour se retourner contre lui. C'est la sombre leçon des chroniques obscures du châtiment ottoman. L'obsession de l'État à anéantir la dignité de ses ennemis a finalement corrodé la sienne. Un système construit sur l'institutionnalisation de la honte ne peut, en fin de compte, créer une société d'honneur. Il ne peut que créer une société de survivants, hantés par les fantômes des disgraciés, regardant perpétuellement par-dessus leur épaule le premier signe de l'âne qui approche, le premier murmure du crieur, la première pierre jetée par la foule. Les pierres d'Istanbul ne sont peu, être plus tachées du sang des condamnés, mais le souvenir de cette cruauté systématique sert de rappel glaçant des profondeurs terrifiantes de l'ingéniosité humaine lorsqu'elle est appliquée à l'art de briser l'esprit humain. L'héritage le plus profond et le plus durable réside dans la manière dont il a façonné le concept même d'honneur, un bien public à garder farouchement, laissant une ombre culturelle où la peur de la disgrâce, ou résilique, reste une force puissante et autorégulatrice. Un système qui s'appuie sur la destruction de la dignité individuelle comme principal outil de gouvernance crée en fin de compte un ordre social fragile et cassant. Il construit un édifice magnifique et imposant, mais sur des fondations de peur. Et lorsque ces fondations sont ébranlées, comme elles le furent pour l'Empire ottoman dans ces derniers siècles, toute la structure est sujette à un effondrement spectaculaire et violent. L'histoire du châtiment ottoman est une fable édifiante, un rappel brutal que la véritable force ne réside pas dans la capacité à humilier les autres, mais dans la création d'une société où la dignité de l'individu est la seule chose qui soit tenue pour sacrée, hors de portée de tout tyran, de toute foule ou de tout État.